Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier webinaire Construction intérieure. Donc, je suis Philippe Dresto, je suis directeur de la prospective et du marketing stratégique chez les Compagnons du Devoir et je suis heureux de vous accompagner pour une petite croisière de plusieurs rencontres qui vont nous mener jusqu'en octobre 2021 pour un colloque de clôture qu'on espère pouvoir tenir en présentiel. Mais d'ici là, nous aurons plusieurs rendez-vous tous ensemble. Pour l'heure, nous sommes donc au premier webinaire d'un cycle de 6 rencontres à distance qui vont avoir vocation de traiter le sujet multimétier de l'aménagement durable, de l'aménagement intérieur des bâtiments. Alors, pourquoi multimétier? Parce que, en fait, si nous avons tous la chance d'être réunis ensemble aujourd'hui, c'est grâce à la conjonction d'un travail coordonné des instituts de métiers des Compagnons du Devoir autour donc des métiers de l'aménagement finition, pour nommer menuiserie et ébénisterie, la métallerie dans le bâtiment, les métiers de la pierre, des matériaux souples et puis bien évidemment l'aménagement et la finition avec plâtrier, peintre, carreleur, solier et j'en passe. Donc, pour eux, ça a été un très gros travail préparatoire. Je les en remercie encore. J'espère que tous ces échanges seront inspirants pour nous-mêmes, pour vous-mêmes, pour tous les auditeurs. Et je remercie par avance déjà tous les contributeurs à ces différents rendez-vous. Avant de vous présenter plus en avant les travaux du jour et de les positionner dans la durée, j'aurais voulu donner la parole à Jean-Luc Queneau, qui est compagnon couvreur, qui est conseiller au Collège des métiers. C'est un des élus de l'association qui est en charge du Collège des métiers. Donc, c'est vraiment l'organe qui s'occupe de nos travaux aujourd'hui. Malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous j'allais dire en présentiel, mais personne n'est en présentiel, mais il sera 2 fois plus en distanciel, puisque comme il n'était pas disponible, on a fait une vidéo et on va vous passer cette vidéo. Donc, si vous pouviez, dans les studios, nous passer la vidéo du compagnon Queneau, ce serait parfait. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, toutes mes excuses de ne pouvoir être présent à vos côtés pour le lancement de ce cycle de 6 webinaires qui seront bien sûr suivis d'un colloque intitulé Construction intérieure. Le devenir des métiers est une affaire importante pour notre association car nous nous devons d'orienter les jeunes gens que nous formons vers la direction la plus en relation possible avec ce que sera leur futur. Depuis de nombreuses années, nous nous y attelons et ce chantier ne sera fort heureusement jamais fini. Nous avons cette chance extraordinaire d'avoir une association qui regroupe les métiers et qui permet de favoriser les échanges. Même si cela n'est pas toujours si simple, les identités métiers étant encore parfois très fortes. L'initiative prise aujourd'hui d'engager une réflexion autour de l'aménagement de nos habitats, vue par le prisme d'hommes et de femmes de métier, éclairera sans doute le futur des besoins en formation de notre jeunesse. C'est aujourd'hui une initiative forte menée par les plâtriers, les peintres, les menuisiers, les tapissiers, les métalliers et tailleurs de pierre qui voient le jour et nous nous en réjouissons. Les Compagnons du Devoir n'ont pas la prétention d'être les seuls acteurs dans le domaine, mais nous avons le devoir d'y participer à notre mesure. Et c'est animé également d'une certaine fierté que nous sommes heureux d'accueillir à nos côtés différents acteurs majeurs de la filière. Soyez-en ici remerciés. Toujours soucieux du devenir de nos métiers et de ceux qui les pratiquent, cette grande réflexion devra s'inscrire dans une démarche plus globale de développement durable afin de laisser à notre jeunesse un avenir plus serein. Encore merci de votre participation et je vous souhaite à tous de bons travaux. À bientôt. Alors, merci Jean-Luc pour ces pensées encourageantes. Donc, vous l'avez compris, rappelez de nouveau, on est à l'aune d'un cycle de 6 rencontres qui vont traiter de la construction intérieure des bâtiments, et ce, selon différents prismes. Donc, chaque rencontre va nous permettre de mobiliser des regards d'experts. Le compagnon Queneau les a déjà remerciés, on pourra les remercier encore une fois qu'ils se seront exprimés. Et ces experts vont intervenir sous l'œil aiguisé, on va dire, d'un grand témoin, un autre Philippe à mes côtés, donc Philippe Simet, qui est un philosophe de la ville, architecte de la ville et de l'architecture et enseignant à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Merci Philippe d'être avec nous et d'être avec nous dans le temps, puisque ta présence va se poursuivre jusqu'au colloque. Philippe, à tes côtés aujourd'hui, 2 compagnons. Alexandre Young, compagnon plâtrier, chef de son entreprise aujourd'hui, et puis Vincent Brazeau, compagnon menuisier, qui lui est directeur du patrimoine de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui pour traiter des usages dans le bâtiment.
Alors, Alexandre, on va commencer avec toi, puisque quelque part, déjà, on te remercie d'avoir accepté cette invitation. Il n'y a pas encore très longtemps, tu faisais partie des effectifs de l'association en tant que salarié. Tu étais responsable de l'Institut de l'aménagement et de la finition. Et finalement, c'est un petit peu toi qui avais lancé cette idée de colloque sur l'aménagement finition en collaboration avec d'autres métiers. Alors, il est vrai que les temps ont un petit peu changé, ça n'a échappé à personne. Il s'est passé deux, trois petits événements majeurs qui ont modifié et qui font évoluer le format de cette rencontre aujourd'hui. Mais le fond, en fait, n'a finalement pas changé. À l'époque, quand on avait travaillé sur le sujet avec toi, il s'agissait de confronter les usages et les techniques de construction de la rénovation durable. Euh, c'est exactement le sujet de cette première rencontre, donc c'est assez naturel que tu y sois et je trouve ça très sympathique que celui qui est à l'origine de nos échanges du jour ouvre ses travaux. Alors, Habitat a une façon de faire. Donc, on va parler d'usage dans ce premier webinaire, de quels sont les usages qu'on en a, comment ils ont évolué, et c'est les questions qu'on va voir avec toi, puisque il n'y a pas encore très longtemps, tu étais un jeune itinérant sur le Tour de France, tu as vécu en communauté, tu as partagé des lieux de vie. Moi, ce que j'aimerais te poser comme première question, c'est quel retour tu nous fais de cette vie en communauté, de ces expériences d'utiliser un bâtiment à plusieurs, d'avoir un usage de vie au quotidien. Quels sont tes souvenirs? Quelles sont les contraintes, tes galères, les points positifs? Voilà, raconte-nous un peu. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Par rapport au Tour de France que j'ai vécu, ce qui est intéressant, c'est surtout la vie en communauté, c'est de se retrouver tous ensemble et de pouvoir discuter, de jamais se retrouver seul. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est on est rarement pas seul, mais il faut aussi pouvoir se retrouver un peu seul de temps en temps pour se ressourcer, se retrouver un peu soi-même. Et il y a certaines maisons dans lesquelles on était, essentiellement dans les maisons, on va dire, récentes, on avait peu d'endroits où vraiment on pouvait échanger. Par contre, on se retrouvait seul parce que les chambres étaient souvent individuelles. Donc ça, sur ce point-là, c'était assez intéressant. Après, voilà, avoir vraiment des endroits où on se retrouve, c'est pas mal. Donc, ça veut dire qu'on est dans un bâtiment avec deux usages types, là, un endroit où on va pouvoir vivre ensemble, partager, et puis aussi des endroits de vie plus intimes où on est tranquille dans sa bulle. Et donc, ça veut dire que concrètement, dans les usages, on a deux approches différentes sur deux moments de la vie différents. Oui, c'est ça. OK. Et du coup, par rapport à ça, les contraintes que tu as pu y voir, donc tu disais qu'il y avait des maisons où on avait du mal à se croiser, des maisons où on vivait trop les uns les autres. Ça se traduisait comment par le type d'architecture? C'est des grands halls. Je prends l'exemple de la maison de Dijon. Le rez-de-chaussée, il y a la salle à manger, il y a un grand hall et les salles de cours. Et à l'étage, vous avez toutes les chambres. Et il n'y a pas vraiment d'endroit, de lieu on peut se poser pour discuter entre collègues ou autres. D'accord. OK. Donc, ça veut dire que dans la conception de bâtiments ou dans la rénovation de bâtiments, ce sont des éléments de la vie du quotidien où il faut penser ce genre de choses. Aujourd'hui, tu es un professionnel accompli, donc tu as un métier dans les mains, tu es compagnon plâtrier. Quelle transcription des usages que tu viens de nous partager, tu vas pouvoir faire dans ton métier du point de vue technique par rapport à la posture de plâtrier que tu es? Nous, notre métier, on travaille essentiellement sur l'avancement des pièces, distribution des cloisons, etc. Et je pense qu'il est important pour nous d'avoir une vraie connaissance de comment savoir mettre en œuvre un volume intérieur. Aussi savoir comment fonctionne l'éclairage d'une pièce. Et après, tout ce qui va concerner vraiment le confort acoustique. Donc le traitement acoustique, ça peut très bien se faire sur un plafond. Où le but, c'est par exemple
d'atténuer le son dans une pièce. On a tous vécu ce moment dans une salle à manger ou même dans un restaurant où le son, il y a tellement de monde qui parle en même temps que le son devient insupportable. Donc, je pense que c'est des moments, c'est des endroits où il faut traiter l'acoustique assez important. Donc, thermique, acoustique, OK. Il y a la partie phonique où là, on parle vraiment d'isolation pour couper le son. Par exemple, entre les chambres, quand vous avez un boulanger qui se lève à 3 heures du matin, c'est assez désagréable d'avoir quelqu'un qui écoute la musique jusqu'à minuit dans la chambre d'à côté, par exemple. Donc ça, je pense que c'est des éléments à prendre en compte. Et après, l'utilisation des matériaux, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi beaucoup à utiliser des matériaux un peu plus sains. Par exemple, des peintures, les isolants, travailler sur des isolants naturels, par exemple. Et un dernier point pour moi qui est essentiel, c'est l'aspect esthétique. On vit plus heureux, je pense, dans un endroit agréable esthétiquement que dans un bloc de béton blanc, par exemple, où tout est lissé, tout est droit, carré. Bon. Donc, si on prend un peu ton propos, il y a quatre transcriptions techniques importantes. Le confort thermique, le confort acoustique, le confort sanitaire par l'utilisation de matériaux sains, et puis le confort visuel et la gestion du beau. C'est ça, en fait, l'idée de la transcription technique des usages dans le bâtiment, selon toi. Par rapport au chantier que tu as l'occasion de traiter au quotidien, est-ce que tu vois émerger de nouveaux usages, toi, dans le bâtiment? Là, récemment, avec les événements qu'on a eus ces derniers temps, j'ai pas mal de clients qui ont souhaité aménager des espaces de télétravail dans leur maison, chose qu'ils n'avaient pas pensé faire à l'époque parce que ils travaillaient tous dans le bureau de l'entreprise pas en télétravail. Et c'est vrai que de se retrouver pendant 3 mois à la maison avec la famille, les enfants, etc., c'est très vite contraignant. Niveau sonore, niveau tout, hein, on n'a pas tous envie de montrer son intérieur personnel à tous nos collègues. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes pour aménager ces espaces-là, soit dans des combles, soit dans des caves, des garages, etc. Et donc là, quelle va être la contrainte technique pour aménager de tels espaces? Finalement, on va Ça, faire du travail dans l'habitat. pour nous, c'est d'intervenir déjà dans un milieu habité, la contrainte. Là, les plus compliqués à réaliser, c'est ceux dans les combles, parce qu'en termes d'accès, c'est un peu plus complexe. Pas forcément d'escaliers qui montent, c'est des trappes, etc. Il y a des gros travaux d'isolation à faire, parce que à la base, c'est des greniers qui servent à stocker des valises. C'est la gestion. Nous, dans l'entreprise, on essaye d'accompagner le client et d'accompagner sur les autres corps de métier. Du coup, c'est de gérer aussi les interfaces avec les électriciens, les plombiers, s'il y a besoin. Très bien. Je me tourne vers toi, Philippe. Quand tu entends des témoignages comme celui-là, en fait, d'un utilisateur, on va dire, professionnel quelque part, hein, il a été utilisateur, aujourd'hui il est professionnel. Quand on parle de thermique, quand on parle d'acoustique, quand on parle de matériaux, quand on parle d'esthétique, quand on parle de contraintes des usages, de travail dans un domaine de vie, le philosophe de l'architecture et du bâtiment, ça lui inspire quoi? On voit aujourd'hui qu'il y a des enjeux nouveaux autour des façons d'habiter et que des questions qui ne se posaient pas avant deviennent des préoccupations prioritaires. Euh, des questions de qualité de vie et de qualité de l'environnement, notamment de qualité de l'air. On peut penser par exemple aux composants organiques volatiles qui sont quand même présents dans beaucoup de logements, présents dans des matériaux transformés industriellement. Et donc, je pense qu'il y a une préoccupation maintenant des habitants pour la qualité sanitaire de leur logement. C'était un peu moins le cas avant, me semble-t-il. Et puis, par rapport à ce que disait Alexandre, on voit qu'il il y a une polyvalence de l'habitat qui est aussi nouvelle. Je pense qu'on y reviendra à la fin, mais il y a des mutations qui se font
qui sont des mutations d'ailleurs conjointes des manières d'habiter et des façons de travailler en fait. Donc c'est des mutations sociales générales, mais qui nous obligent à repenser les fonctions de l'habitat et la polyvalence de l'habitat. Et ce que je trouve très intéressant en fait dans l'expérience finalement du Tour de France et du compagnonnage, c'est que c'est des communautés de travail et de vie. Et on voit bien que habiter, c'est pas simplement se trouver dans un logement, mais qu'on habite aussi par le travail. Et voilà, on habite par le travail. Là, on parlait du télétravail, mais le travail, c'est aussi une façon d'habiter et c'est aussi une façon de rendre l'espace habitable. Et donc, cette expérience du Tour, dans le fond, elle prépare chacun d'entre vous à tenir ces deux aspects qui sont des aspects absolument fondamentaux. Tu parles d'hybridation des usages dans l'habitat. La crise sanitaire qu'on connaît a donné un coup d'accélérateur à cette hybridation. Est-ce qu'on va rester, selon toi, sur ce rythme, on va dire, de mutualisation du travail à la maison, de la maison au travail, ou est-ce que ça risque de retomber quand la situation ira mieux et qu'on pourra aller boire des bières sur des terrasses? Non, je pense que ça va continuer, mais il va y avoir une exigence de qualité parce que bien évidemment aujourd'hui, il y a une mutation générale du travail de toute façon avant la pandémie du Covid. On voit bien que le travail, ou plus exactement l'emploi, en fait, ne répond plus à tout un tas d'attentes sociales et qu'il y a une crise du sens, en fait, du travail. On est sorti aussi d'une certaine idée du fonctionnalisme urbain avec le zoning et qu'il fallait séparer les espaces de travail et les espaces de vie. Et ça s'est vu notamment avec le développement de l'auto-entrepreneuriat, avec beaucoup de gens qui travaillent chez eux avant le développement, je veux dire, du télétravail. Donc, je pense que ça va se prolonger. Simplement, il faut pouvoir ménager des espaces d'intimité. Il faut pouvoir à la fois, disons, se connecter à son environnement de travail et de pouvoir s'en déconnecter quand on se situe dans la même pièce. Donc, il y a une réflexion à mener. Je pense qu'on n'en est encore qu'au début. Donc, ça veut dire que l'habitat devient un tiers-lieu, au même titre qu'on avait des tiers-lieux détachés de l'habitat, mais là, le tiers-lieu rentre dans la maison, en fait. Oui, c'est ça. Et en même temps, je pense qu'il y a un certain nombre de fonctions domestiques qui peuvent s'externaliser dans des espaces communs. Et c'est pour ça que la question de la vie en communauté de vie et de travail, c'est une thématique très, très intéressante. On peut imaginer de mutualiser un certain nombre de ressources ou de fonctions domestiques pour avoir un espace privé plus grand. Ou on peut au contraire hybrider des choses qui relèvent du travail et de l'intime en réfléchissant à la façon dont ça s'articule et ça se déconnecte. Parce que si tout vient à s'hybrider, alors on est dans un espace qui n'est pas viable ni du point de vue du travail, ni du point de vue de l'intimité. Il faut qu'à un moment donné, on puisse se connecter et se déconnecter. Ok, c'est clair. Merci Alexandre pour ce témoignage à deux faces. Tu nous as fait le Janus du jour là, avec une approche utilisateur et puis une approche professionnelle. Et puis Philippe le souligne dans ce fil rouge, ça génère de nouvelles contraintes administratives quelque part, d'usage, de gestion des temps et des usages. Et ces contraintes, on va les voir de la manière on va dire, sur la transcription administrative de la commande, c'est-à-dire avec le cahier des charges. Donc là, je me tourne vers toi, Vincent, puisque en tant que directeur patrimoine des cahiers des charges sur des constructions neuves ou des rénovations, tu en vois beaucoup passer. Les questions sociologiques, aujourd'hui, se sont complètement invitées sur la rédaction de ces cahiers des charges qu'on appelle d'habitude des cahiers de clauses techniques spécifiques. Donc, le technique est largement prioritaire, mais il sert des humains et donc il sert des sociologies. Est-ce que tu peux nous dresser rapidement les grandes évolutions depuis 20 ans en matière d'habitat jeune chez les compagnons du devoir ?
Alors, oui, c'est vrai que l'habitat jeune, il a évolué chez les compagnons, principalement ces dernières années. Les premières résidences qui ont été construites chez les compagnons dans les années 50, Alexandre en parlait tout à l'heure, pour les jeunes qui sont résidents chez les compagnons, ils connaissent le principe. Les dernières évolutions, c'est les années 2010, en fait, où on a construit sur un modèle un peu différent, et notamment la partie logement des jeunes, où maintenant les jeunes sont hébergés dans des logements T1 ou T1 bis. Donc le logement T1, c'est un petit logement qui fait à minima 18 mètres carrés, avec le bloc sanitaire à l'intérieur, avec sa petite kitchenette. Le logement T1 bis, c'est un logement qui est un petit peu plus grand, qui est construit sur le même modèle, mais avec 2 lits. Donc ça, c'est relativement récent. Et c'est né de différents travaux qui ont été réalisés auprès des jeunes. Il y a notamment en 2018 un travail qui a été fait dans différentes maisons chez les compagnons. C'est un trophée qui est renouvelé tous les ans, les trophées de la culture. Et à Bordeaux, il y avait un travail qui avait été fait avec les jeunes résidents de la maison des compagnons, dans lequel on leur avait demandé d'imaginer la maison des compagnons de demain, puisque il y a un projet à Bordeaux de relocalisation de la maison des compagnons. Et ils avaient fourni un super travail d'une vingtaine de pages où ils avaient recensé tous les locaux d'une maison et ce qu'ils souhaitaient voir et comment devait être aménagée cette maison de compagnons. Et donc, à ça, ils avaient traité la partie acoustique. Comme disait Alexandre tout à l'heure, c'était un sujet qui était arrivé, l'isolation acoustique, l'isolation thermique aussi, avec l'utilisation de matériaux, notamment la ouate de cellulose, ça avait été évoqué pour isoler le bâtiment. En termes de chauffage, ils avaient imaginé un chauffage. Oui. Juste, parce qu'on a les questions qui arrivent en même temps, j'ai l'impression d'être Nelson Montfort, c'est très intéressant. Puisqu'on est sur les isolants, il y a une question qui arrive sur le chat et qui demande si est-ce que les clients aujourd'hui sont prêts à payer plus cher un isolant biosourcé par rapport à un isolant traditionnel. Alors nous, on est clients, est-ce qu'on le fait par exemple? Et puis de ta connaissance du secteur, est-ce que c'est des choses qui sont acceptées par les donneurs d'ordre? Oui, bien sûr, c'est une volonté politique de la structure et de l'association d'engager des travaux dans des bâtiments. Par exemple, je vais vous donner un exemple. À Strasbourg, on va démarrer les travaux d'une résidence, d'un bâtiment hébergement en fait, et on fait très attention à ne pas climatiser les locaux. On sait que Strasbourg a un climat continental l'été, il très froid l'hiver, très chaud l'été, mais on va éviter la climatisation. Donc, on va mettre en place des systèmes de free cooling, des systèmes adiabatiques qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus respectueux de l'environnement que la climatisation. On est sur un système de construction bâtiment bois, et avec une isolation ITE, isolation extérieure. Donc, on en arrive à la deuxième question que je voulais te poser, justement, la traduction technique en fait de ces évolutions. Ça se traduit comment en matière de cahier des charges? Donc, tu as commencé à un peu y répondre sur les modes constructifs et puis sur la gestion des fluides. Comment tu orientes dans ton cahier des charges les prestations techniques des entreprises, que ce soit en construction neuve ou que ce soit en rénovation? Comment est-ce que l'acte de construire ou de rénover va permettre d'être en phase avec l'aspiration de la jeunesse? C'est à nous de formaliser ça dans nos cahiers des charges. Pour le projet de Bordeaux, on a fait appel aussi à un AMU, qui est un assistant maîtrise d'usage,
qui, dans l'objectif de l'AMU, c'est dans l'acte de construire ou de rénover un bâtiment, c'est de permettre aux utilisateurs du bâtiment de s'approprier socialement et énergétiquement le bâtiment. Et cet AMU, cette personne-là qu'on a missionnée a rencontré tous les utilisateurs du bâtiment, que ce soit les résidents, les salariés, les compagnons du devoir, les bénévoles, et à recenser tous leurs besoins qu'ils souhaitaient voir dans une maison de compagnons. Et ça donnait lieu à un petit cahier des charges. Il y a eu, je ne sais plus de 200 contributions, enfin 200 remarques, 200 points qui ont été mis en évidence et qui ont été directement intégrés, enfin tout partie, en tout cas pour ce qui était réalisable, dans le cahier des charges qui a servi à la consultation à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a été retenue sur le projet. Et donc, tout à l'heure, tu expliquais les grandes techniques que tu mettais en œuvre. Tu parlais de free cooling, tu parlais de construction sur bois. C'est quoi les grandes orientations technologiques sur lesquelles on part actuellement? Alors, les grandes orientations technologiques, on a intégré Strasbourg, c'est le premier projet qu'on va bimer. Bordeaux juste derrière. Donc déjà ça nous permet en termes de conception des locaux de profiter de la technique du BIM, mais c'est surtout aussi dans l'exploitation. Et dans l'exploitation du bâtiment et dans la gestion des énergies, il faudra aussi penser à mettre du haut débit. En temps réel, nos consommations d'énergie. On t'entend très mal, Vincent. Ah oui. Je suis désolé. Donc, il faudra que tu penses à mettre du haut débit dans les cahiers des charges. Sur le télétravail. Et donc, ça va mieux peut-être sans l'image. Justement, donc, on a compris les grandes finalités techniques. Comment tu vois les choses sur les 10-20 prochaines années en matière de besoins et en matière d'usage du bâtiment? Ok, il ne voit pas. Si? Non. Moi, je te pose du coup la question, Philippe, par rapport à ce que tu viens d'entendre. Comment tu arrives, toi, à projeter ces usages du bâtiment, dans le bâtiment, et notamment par rapport à une question qui est intervenue sur le chat et qui demandait, en fait, est-ce que des lieux de bureaux, on a vu qu'on pouvait travailler dans des lieux de vie, d'habitat, mais est-ce que le contraire est possible? Donc ça, c'est une question qui est sortie. Et est-ce que, d'une manière générale, tu peux projeter un petit peu cette vision du coup? Et n'oublie pas d'être ton micro. Oui, Voilà. c'est évidemment possible et c'est surtout absolument nécessaire. Quand on voit la production aberrante de construction neuve de bureaux qui sont des bureaux à blanc qu'on n'arrive même pas à vendre ou à louer, on se dit qu'on va quand même droit dans le mur. Donc, l'avenir n'est pas dans la construction de nouveaux bureaux, ni même, je pense, de logements neufs, mais de réhabilitation et de reconversion de l'existant. Et donc, concevoir des bureaux pour qu'ils puissent être réversibles et du coup transformables en logement, c'est vraiment une nécessité. Quand on écoutait Vincent par rapport aux techniques mises en œuvre, on retrouve beaucoup de techniques qui vont être liées, alors je sais que le terme est galvaudé, mais à la logique du développement durable, à la logique de la construction éco-responsable. Est-ce que cette logique-là, pour toi, c'est quelque chose, il y a que les jeunes que ça intéresse ou finalement c'est un véritable phénomène de société? Est-ce que c'est quelque chose de massif? Ou est-ce que c'est dans l'habitat d'aujourd'hui et de demain un point de plus parmi tant d'autres?
Non, je pense que c'est massif, même s'il y a évidemment beaucoup de freins et notamment voilà, du côté des industriels, mais non seulement de plus en plus de personnes, je veux dire, des non-professionnels sont conscients de l'impact délétère de l'industrie du bâtiment sur les écosystèmes, sur la dégradation des milieux habités et simplement sur la dégradation aussi de nos conditions de vie et des logements. Donc, tout à l'heure, on parlait du coût des biosourcés. Je pense que il y a un combat à mener pour montrer que finalement, à coût égal, il y a des performances égales ou supérieures du côté des biosourcés, hein. Et on voit bien que les isolants en biosourcés, ils sont 8 fois moins impactants que de la laine de roche, de la laine de verre. Donc, bon, mais je pense que c'est aussi essentiel de sortir à un moment d'une logique du coût, de passer d'une logique du coût à une logique de valeur. Tout ne, tout ne se réduit pas à des questions de coût et je trouve dommage à la fin que chacun soit obligé de sortir sa calculette pour prouver la valeur de la construction en biosourcé. Il y a plein d'autres éléments qui nous connectent à tout ce qui nous entoure et qui nous connectent aux autres, qui passent par la construction en biosourcé et l'habiter en biosourcé, qui méritent d'être davantage défendus. Alors justement, on garde ce fil-là. On a la chance d'avoir un professionnel, un plâtrier professionnel avec nous aujourd'hui. Est-ce que, Alexandre, toi, tes clients te demandent des produits biosourcés, géosourcés, économie circulaire, ou ils te demandent une pièce avec une finalité pour que ça marche? Souvent, le biosourcé, c'est moi qui vais l'amener. J'ai quelques clients quand même qui le demandent, mais c'est assez rare. Ils n'ont pas encore cette vision-là. Pour eux, c'est un peu le coût, qui est un peu, quand on parle d'isolation, par exemple, en fibre de bois, comparé à une laine de verre à performance égale, on est quasiment au double du prix au mètre carré. Ouais. Et comment tu leur vends? En fait, c'est un échange avec eux. Il faut discuter, il faut leur montrer les comparatifs entre les différentes performances, le confort d'été, le confort d'hiver, le confort d'hiver, la résistance thermique, etc. Et ça marche plutôt bien après. C'est exactement ce que disait Philippe. On n'est pas seulement sur une approche de la valeur, on est sur une approche de l'usage et du vivre avec, en fait. Et du coup, ça marche plutôt bien. Mais là, on a l'exemple d'un… Par exemple, pour rebondir sur ce que disait Vincent Brazo sur la maison de Strasbourg par rapport à la climatisation, on essaye souvent de l'amener comme ça avec le confort d'été, en augmentant le déphasage des isolants, par exemple, peut éviter de mettre une climatisation et du coup d'économiser. En gros, plutôt que d'investir dans une clim, on investit dans un meilleur isolant qui a un meilleur déphasage. Mais là, comme tu le dis, c'est toi qui le proposes, c'est pas forcément le client qui est incitant. Donc, ça veut dire qu'on a un véritable rôle à jouer par rapport aux professionnels pour que eux aussi soient force de proposition. Donc là, je parle un petit peu avec la casquette compagnon du devoir, mais il y a un rôle de formation des professionnels pour les faire basculer là-dedans et avoir on va dire, la démarche positive d'Alexandre de proposer ce type de solution. Si on repart sur les usages et notamment sur le fait que, comme tu disais, Philippe, il y a plein de bureaux qui sont vides, on va pouvoir habiter dedans. Il y a une question qui arrive sur le fait que, est-ce que de convertir les usages d'un bâtiment de l'habitat au bureau ou du bureau à l'habitat, ça se pense dès la conception ou est-ce que sur des bâtiments qui ont été pensés pour du bureau ou des bâtiments qui ont été pensés pour de l'habitat, c'est jouable de jouer l'hybridation ou la mutation? C'est à moi que tu poses la question? Oui. Ah oui, pardon. On n'est que deux Philippe et j'ai arrêté de me parler à moi. C'est des choses je pense que ça doit être anticipé dès la phase de conception. Si on opère le tournant circulaire de l'économie du bâtiment, tous ces processus doivent être pensés en amont. On le voit bien pour le réemploi. Si le réemploi il est pensé dès la phase
de conception et que tous les matériaux ou les produits qui sont mis en œuvre dans le bâtiment sont après, au moment des chantiers de déconstruction, ils sont récupérables sans trop de difficultés, c'est-à-dire ils ne sont pas imprégnés, pleins de colle, de solvants, de tout un tas de produits pourris qui font qu'on peut même pas les récupérer correctement sur le bâtiment. Bien évidemment, ce processus propre à l'économie circulaire est très largement entravé. Donc voilà, tout ça est à penser. Dès la conception, dans une logique d'analyse de cycle de vie, en fait. Absolument, mais bien évidemment, pour pouvoir faire ce tournant, je pense qu'il faut changer de paradigme et arrêter de penser que la construction en neuf va rester la norme, mais qu'elle est appelée à devenir l'exception. Et que du coup, le soin dans la transformation des matériaux, dans la mise en œuvre des matériaux, est une dimension fondamentale de l'économie de la construction. Donc, on n'y est pas encore. Hein. Quand tu dis que le neuf doit devenir l'exception, ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu sur la rénovation, la réhabilitation. Quand on récupère des bâtiments, alors soit des bâtiments, je sais pas, du historique type 18e, ou alors des bâtiments du milieu du 20e siècle, on est face à des contraintes qui vont être très différentes et on est face aussi à des contraintes qui ne sont plus celles d'aujourd'hui puisque les matériaux de l'époque n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Comment on va traiter ça? Alors là, ma question, elle est aussi bien pour les professionnels, les donneurs d'ordre, que le philosophe de l'architecture. Comment on traite ça? Alors, moi, je ne peux pas répondre techniquement. Enfin, c'est sûr que selon l'âge des logements et la qualité du bâti, mais je pense plutôt à des choses qui ont été faites dans les années 60. Bon, il y a des questions de normes et d'assurance qui font que les produits récupérés ne sont pas forcément facilement réemployables, même si la ressource peut s'avérer pléthorique. Donc, elle peut être pléthorique, mais bon, voilà. Cela dit, je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir sur les matériaux, pas simplement sur les produits. C'est-à-dire qu'il faut sortir aussi de la logique des produits et retrouver la matière derrière des produits et retrouver ce goût et ce sens de la matière et des matériaux. C'est-à-dire que réinventer une culture matérielle pour pouvoir opérer ce changement-là qui se fait aussi dans les têtes. Oui. Très bien. Alors, par rapport à cette question des matériaux, Alexandre, toi, tu réagis comment quand tu arrives sur une rénovation avec des matériaux qui ne sont pas forcément dans la norme sanitaire actuelle? Comment on traite ça? Comment on explique aux clients qu'il va y avoir peut-être un coût de dépollution, ce genre de choses? C'est en réalisant le devis, il faut expliquer aux clients, tout simplement. On ne peut pas, nous, se permettre de poser un matériau sur un support qui n'est pas sain, déjà de base. Pour nous, notre qualité de travail et pour nos garanties. Donc, moi, j'ai souvent des bâtiments qui ont été isolés dans les années 50 avec des bouts de polystyrène minces de 5 mm d'épaisseur. Ça, c'est des éléments qu'il faut retirer avant de pouvoir isoler parce que derrière, ça peut créer des désordres pire en termes de moisissure, d'humidité, c'est très compliqué. Et du coup, là, je me tourne vers Vincent. Je ne sais pas si tu peux parler maintenant, mais l'avis du donneur d'ordre serait assez intéressant par rapport à ce point-là. Oui, on a l'exemple notamment avec les fenêtres en PVC qui sont des fenêtres dont le PVC n'est pas recyclable. Donc aujourd'hui, quand on commence à remplacer les premières fenêtres en PVC qu'on a installées il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, et donc ce sont des fenêtres qui vont être proscrites sûrement très prochainement de certains marchés dans certaines communes, notamment je pense aux dernières mairies écologistes qui aujourd'hui vont modifier les PLU de leur agglomération pour ne plus voir de menuiserie PVC installée dans les bâtiments qui sont construits dans leur commune. Donc on va se retourner vers le bois ou la grue. Voilà, c'est l'exemple ça doit parler à un menuisier. des matériaux qu'il faut proscrire aujourd'hui de nos constructions.
Bien sûr, il y en a qui vont avoir du souci à se faire, hein. Les fabricants de menuiserie PVC, ils ont intérêt de très vite réfléchir à une reconversion de leur activité. Alors, vos interventions, là, elles me font rebondir sur une question qui passe autour des réglementations. Globalement, Alexandre, tu disais il faut expliquer. Vincent, tu disais il faut se mobiliser. Philippe, tu disais il faut prendre en compte. Est-ce que la réglementation, pour vous, peut avoir justement un rôle par rapport à l'évolution des usages? Alors, RT 2012 ou RE 2020, prenez celle que vous voulez. On est au moment du chevauchement. Mais est-ce que pour toi, Alexandre, typiquement, la RE 2020 peut être un bon levier pour expliquer à ton client, quelque part, avec une obligation réglementaire et qu'on ne se pose même plus la question, il faut faire? Ça va pour nous, pour les artisans qui sont formés et qui sont au courant de ce que c'est la RE 2020 et tout ça, ça va être facile de l'expliquer. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'artisans, enfin moi je vois autour de chez moi, ils ne sont pas du tout au courant de ces normes, de ces évolutions-là. Donc, tant que ça ne s'est pas fait, nous, on va vendre à un client un projet bien ficelé, aux normes, avec des matériaux qui correspondent, etc. Derrière, s'il y a un autre artisan qui vient, qui est 10 fois moins cher que nous, parce qu'il n'utilise pas les bons matériaux, on va avoir un problème et le client va se retourner de toute façon. Enfin, et pas régulièrement, mais va souvent se tourner vers le moins 10 ans, quoi. Donc ça pose encore la question de la formation des professionnels, puisque là, on voit qu'au-delà du geste technique, il y a la connaissance des matériaux, il y a quelque part la chimie de la matière sur lesquelles ils doivent être mobilisés, et puis la connaissance réglementaire, et puis aussi la capacité commerciale à vendre. Philippe, par Et rapport à ça, il y oui. a juste aussi un autre point, à mon avis, qui est important, c'est le contrôle. Ouais. Aujourd'hui, on prend un truc tout bête, hein, le dispositif isolation à 1 euro. Il n'y a pas de contrôle derrière les installations qu'ils font. Ouais. Ils ont une obligation de moyens de balancer le flocage, et puis C'est ça. Mais aucunement, moi, j'ai jamais vu une maison neuve aujourd'hui, à part le test d'étanchéité à l'air, il n'y a rien qui est contrôlé derrière. Ok. Philippe, toi, le philosophe, par rapport à la réglementation, ça lui inspire quoi? Bah, peut-être un positionnement ambivalent, c'est-à-dire les réglementations et les normes, elles ont toujours une vocation à contraindre ou à favoriser. C'est selon l'endroit où on se trouve, ou la position qu'on cherche à défendre. Mais je crois que ce qui est vraiment nécessaire, c'est de favoriser une culture au sein de laquelle les questions de matérialité et de leur mise en œuvre sont partagées par un très grand nombre de personnes. Et sur cette question-là, on a de la chance parce que habiter, c'est une dimension universelle de l'existence humaine. Vous ne trouvez pas une personne dans le monde qui n'a pas quelque chose à vous dire, qui n'est pas sensible à la façon dont elle habite. Donc, toutes les questions dont on parle ici autour de l'obtention et de la mise en œuvre de la matière, ça renvoie à des questions d'écosystème, mais ça renvoie à des questions d'industrie, de travail, de technique, de tradition, de manière d'habiter, de confort. Donc, ça touche en fait tous les aspects de nos vies. Et ça, c'est un immense avantage pour faire valoir en fait des valeurs qu'on a envie de partager davantage. Alors, pour faire valoir des valeurs, ça passe souvent par un cahier des charges. Comment toi, Vincent, t'intègres le réglementaire dans tes commandes? Comme on disait à l'instant, c'est sûr que la réglementation a son incidence sur l'évolution et sur les projets immobiliers. Nous, on voit bien, on anticipe déjà la RE 2020 dans nos projets immobiliers autant que possible, hein, avec tous les enjeux économiques que ça représente. Et puis aussi le décret tertiaire par lequel on va être impacté directement, nous, en tant qu'association. Et le projet de Bordeaux, c'est l'exemple même où on a demandé au bureau d'études de nous étudier des solutions de chauffage. On a installé une chaufferie de bois à Bordeaux pour chauffer la maison des compagnons. Donc, c'est plus de 9000 m² de bâtiment, hein, qu'on va chauffer avec du bois. Ce sera
le premier site aussi important. Et pourquoi on s'oriente vers ça? Parce qu'on sait que l'association va devoir prendre des objectifs à 2030, 2040, 2050 et réduire sa production de gaz à effet de serre. Et tout doucement, il va falloir qu'on démantèle notre parc de chaudières gaz pour le remplacer par de plus en plus d'énergie propre. Donc déjà, on essaye dans nos projets immobiliers d'anticiper cette rénovation énergétique de nos bâtiments. Bordeaux, c'est un projet à 26 millions d'euros. Et je ne me vois pas dans 2 ans devoir réinvestir des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans un système de chauffage qui ne correspondrait pas à la réglementation. Tu peux essayer, mais je pense que ce serait mal vécu et malvenu. Je pense que notre conseil d'administration le verrait d'un mauvais œil. Ça reprend exactement ce que disait Philippe, en fait. Il faut penser dès en amont, l'évolution technologique, l'évolution des usages pour pouvoir travailler cette analyse de cycle de vie. Vincent, justement, une analyse de cycle de vie d'un bâtiment en neuf, comment on l'intègre, on va dire, administrativement dans un cahier des charges techniques? Tu parlais de l'AMU tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres approches? C'est vrai que nous, nos bâtiments ont un cycle de vie très long chez les compagnons parce que nos anciens ont construit des bâtiments durables à l'origine, des bâtiments en pierre. Tout ce qui a été construit dans les années 50 sont des bâtiments en pierre massive, des choses plutôt robustes, qui ont été entretenus dans certains cas, plus ou moins bien. Maintenant, c'est sûr que dans nos cahiers des charges, on est obligé d'intégrer l'emploi de certains matériaux, de certains principes constructifs pour la durée dans le temps, parce qu'on sait que chez les compagnons, on investit dans la durée. Donc, on est particulièrement sensible à ça, à la protection des ouvrages, au choix de revêtements, de vêtures extérieures, comment elles vont vieillir, comment elles vont durer dans le temps. Philippe, quand je pense à CV, je pense à cycle. Cycle, moi, ça me fait penser philo. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Comment est-ce que justement, toi, tu transcris cette logique de cycle de vie d'un bâtiment, surtout que ce soit technologique, usage, traverser le temps, il y a un côté spatio-temporel intéressant, et approche philosophique de l'architecture? Moi, je crois on arrive dans un moment où on a une approche plus globale justement de l'habitat qui s'inscrit dans les différentes dimensions de l'existence, et que ces questions de matérialité, de devenir des matériaux sont de plus en plus au devant de nos préoccupations. Donc, il y a peu de temps, on était en train de réfléchir à l'architecture en termes de produits, voilà, et en termes d'objets. Et aujourd'hui, on inscrit davantage l'architecture dans un écosystème qui comporte différentes composantes. Et donc, tout ce qui est analyse du cycle de vie, ou tout ce qui est, par exemple, coût global, avoir une approche en termes de coût global, depuis l'extraction de la matière jusqu'au moment de la toute fin de vie du bâtiment, avec tout un tas de dimensions qu'on n'avait pas comptées jusqu'ici, je veux dire la qualité de vie, des questions de santé, qui ne rentraient pas dans les logiques antérieures de coût. C'est absolument indispensable pour arrêter de considérer l'architecture comme un site stratégique d'accumulation du capital. Voilà, c'est bien plus que ça. Et donc, bien évidemment, il faut être très militant pour proposer des nouvelles grilles d'analyse à tout le monde, et notamment aux habitants. Tu parlais tout à l'heure de changer de paradigme, c'est ça que tu voulais dire en fait? Oui, c'est ça. Je pense qu'on est à un moment où on n'a pas encore changé de paradigme. On voit qu'autour de nous, il y a plein de gens qui essayent de le faire, mais comme dit Wittgenstein, là, on donne encore du front contre les barreaux de la cage.
mais on a très envie de passer de l'autre côté de la cage. On n'y est pas encore arrivé, mais je crois qu'autour de nous, beaucoup de gens s'y efforcent et en tout cas, on voit bien on ne peut plus être dans la même conception des ressources que celle dans laquelle on se trouvait il y a encore quelque temps, qu'on ne peut pas être dans cette consommation effrénée de matières premières. Et donc, si on ne prend pas soin des ressources, eh bien, et si on ne prend pas soin de la façon dont on conçoit et on fabrique notre habitat, celui-ci ne pourra pas prendre soin de nous. Voilà. Et moi, je crois que la manière dont on travaille des matières, ben, ces matières aussi, elles nous travaillent. Elles nous travaillent autant qu'on les travaille. Et les matières nous permettent d'habiter d'une certaine façon. Donc, voilà, le bois nous permet d'habiter d'une certaine façon. De quelle manière la laine de roche nous permet-elle d'habiter? De quelle manière le béton nous permet-il d'habiter? C'est des questions qu'on doit se poser. Alors, on va bientôt sortir de notre cage du webinaire. Donc, ce que j'aurais souhaité avant qu'on termine ce propos-là, c'est vous laisser la parole 1-2 minutes chacun pour que vous partagiez avec l'ensemble de nos auditeurs les points clés que vous souhaitez qu'ils retiennent du propos que vous avez porté. Donc, Alexandre, qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne du message que tu as amené aujourd'hui? Pour moi, c'est essentiellement la notion de confort qui est importante. Confort acoustique, confort esthétique, confort thermique. La réflexion sur les aménagements d'espaces de vie. Si on parle de collaboratif ou de communautaire, d'avoir des lieux où on peut se retrouver pour échanger, mais aussi des lieux pour se retrouver un peu seul et pour travailler ou se poser un peu tranquillement. Voilà, l'utilisation des matériaux biosourcés ou des matériaux sains. Voilà, essentiellement. Et puis, comme on disait avant, la formation des artisans sur la partie commerciale ou sur la partie normative qui évolue assez souvent. Merci Alexandre. Même exemple, même exercice pour toi Vincent, des propos que tu as partagés avec nous. Quelles sont les 2-3 idées forces que tu souhaites que l'ensemble garde en tête? Non, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important de s'approprier les bâtiments qu'on va concevoir pour les générations. Il faut qu'on les générations futures, pardon. Il faut qu'on les conçoive avec eux. C'est ce qu'on a fait là, ce qu'on a essayé de faire sur les projets de Bordeaux et Strasbourg, en écoutant leurs attentes par rapport à ce bâtiment. C'est juste ce que vient de dire Alexandre à l'instant. Voilà, avec des enjeux économiques et évidemment, et en essayant de coller aux municipaux autant que possible quand c'est envisageable. Voilà. Merci Vincent. Philippe, à toi ce petit exercice. Tu peux rebondir assez facilement sur les gens dont parlait Vincent, qu'il avait mis dedans. J'ai 3 idées, donc je vais essayer d'être bref. Je pense que d'abord, il y a une transformation de l'économie de la construction où la réhabilitation ou la reconversion des bâtiments va devenir prédominante. Et donc, dans cette transformation-là, tous les métiers de la construction intérieure sont appelés à jouer un rôle absolument décisif parce que non seulement il va falloir faire du sur-mesure pour que l'environnement domestique existant ne soit pas pesant. Donc, il va falloir reconfigurer en fait les espaces intérieurs, mais il va falloir le faire aussi de façon réversible avec finalement des procédures, des manières de faire qui sont adaptables. Donc, il y a tout le champ du coup si vous voulez, de l'économie circulaire qui s'ouvre à ces métiers-là avec une montée en compétences d'ouvriers artisans autonomes par rapport à l'industrie et qui vont devenir prescripteurs. Cette question du sur-mesure, elle est très importante parce que ce qui se met en place aussi, c'est une nouvelle économie du partage. On le voit bien avec les jeunes actifs, le télétravail. Il faut des espaces
où on mutualise des ressources. Il faut des espaces qui conjuguent à la fois l'intime et le collectif. Donc là encore, métier de la construction intérieure très, très important. Et puis, il y a des nouvelles exigences, c'est le troisième point, dans les manières d'habiter. On en a parlé avant. Des questions de confort hygrothermique, acoustique avec le plâtre, des questions esthétiques. Et ça sera intéressant de se demander justement comment on valorise l'esthétique du réemploi, comment on valorise l'esthétique du biosourcé au-delà simplement des arguments rationnels. Créer une culture esthétique commune, il y a un enjeu très fort autour de ça. Des aspects sensoriels aussi, des aspects purement sensibles qui ne relèvent pas exactement de l'esthétique. Et puis, dernier point, on n'en a pas parlé, mais ça va être le thème de nos prochaines rencontres. Il faut aussi donner à voir comment on travaille. C'est-à-dire qu'il faut réhumaniser le travail, il faut réhumaniser la transformation de la matière. Et donc, c'est ces métiers qu'on appelle communément, mais de façon totalement inadaptée du second œuvre. En fait, le second œuvre, c'est la première façon d'habiter. Donc, voilà. Et comment on montre à travers des gestes inscrits dans des matériaux d'autres façons d'habiter, je crois qu'il y a des enjeux très importants autour de ça. Et par rapport à ce que tu viens de dire, on forme les jeunes architectes à tout ça ou pas? On les forme, mais ils se forment aussi beaucoup eux-mêmes. C'est les deux. Tout le monde est en train de se former, mais je suis convaincu que le train est en marche. Merci beaucoup à tous les trois pour ces témoignages. Tu parlais des prochaines rencontres. La prochaine rencontre, elle aura lieu le 9 avril. Et la thématique de cette rencontre sur construire intérieur, la construction intérieure, sera la santé et le bien-être. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce week-end. Je vous dis à très bientôt. Merci Alexandre, merci Vincent, merci Philippe. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.